Donc, Hélène Torgman est économiste, professeure à l'université Sorbonne Nord. Elle a écrit un bouquin excellent que je vous recommande vraiment, très dense, 6 ans de recherche, qui est là en vente, qui s'appelle La croissance verte contre la nature, critique de l'économie marchande, aux éditions La Découverte, sorti il y a plus ou moins un an, début 2021. Du coup, elle va nous parler de certaines thématiques qu'il y a dans son livre. Le livre est beaucoup trop riche pour qu'on puisse tout aborder ce soir. Il y a notamment des analyses très profondes de qu'est-ce que c'est des biocarburants, la biologie de synthèse, la propriété intellectuelle sur les messages ADN, la finance de marché appliquée à la nature, etc. etc. Tu nous en diras plus aujourd'hui. Et puis, je crois qu'il y a une petite sélection, un peu, un petit aspect sur les technologies vertes ce soir. Enfin bref, le champ est à toi. On va faire à peu près 40 minutes de présentation. Je te dirai une dizaine de minutes avant quand on arrive à ça. Et ensuite, ce sera ouvert pour avoir, selon le temps de discussion, 1 heure, voire un peu plus, de questions-réponses. Puis je suis également à disposition pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient avoir quelques renseignements. Je vous remercie de votre attention. Et puis, merci. Bonjour, merci de l'invitation. Donc je vais commencer par vous raconter un peu d'où je parle. Et d'où je parle, donc je suis une économiste dite hétérodoxe, c'est-à-dire contre le mainstream de l'économie. Et je suis même hétérodoxe parmi les hétérodoxes, c'est-à-dire que les hétérodoxes, de manière générale, attaquent le marché et la domination du mécanisme de marché dans la vie sociale. Ce sur quoi je suis tout à fait d'accord, mais il y a un angle mort de l'analyse qui est la technique, la technologie, la place de la technologie dans nos sociétés. Et là, même les économistes hétérodoxes n'ont aucune analyse sérieuse, profonde, etc. Et donc j'ai essayé un peu dans ce livre de faire se rejoindre ces deux aspects, parce qu'il me semble, et en tout cas c'est mon hypothèse de travail, peut-être elle est fausse, mais en tout cas c'est mon hypothèse de travail, que le capitalisme industriel, c'est ce qui nous a mené à la catastrophe écologique aujourd'hui. Et le capitalisme industriel est fondé sur 2 piliers qui sont d'une part le marché, la marchandisation de tas de choses, on aura l'occasion d'y revenir, et la technique, ou le règne de la technologie à outrance. Et autant le premier est tout à fait assez bien analysé par les économistes hétérodoxes, autant le second, il n'y a rien, ou quasiment rien. C'est vraiment un point aveugle de la pensée économique, y compris de la pensée économique non standard. Donc, moi, ce qui me semble, c'est que ces 2 piliers du capitalisme industriel que sont le marché et la technique sont ceux qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Et les propositions qui sont faites aujourd'hui pour sortir, enfin pour répondre aux enjeux environnementaux et aux grands enjeux d'aujourd'hui, en termes de souveraineté alimentaire, en termes de problèmes environnementaux, sont à chaque fois ce qui est proposé, ce sont des solutions techniques et du coup des solutions marchandes. Et du coup, quelque part, on est dans une espèce de fuite en avant, de dynamique perverse où on essaye de répondre aux problèmes créés par le marché et la technique, par encore plus de marché et encore plus de technique. Et du coup, là, ça va pas du tout, puisque on va droit dans le mur en se mettant dans ce genre de position-là. Alors, la technique, je l'entends au sens très général d'un certain nombre de penseurs technocritiques, comme Jacques Ellul, Ivan Illich et un certain nombre d'autres, qui pensent à la technique comme un grand processus de rationalisation de la société, que déjà Max Weber au début du XXe siècle avait assez bien analysé, qui sont justement cette volonté de rendement, de performance, d'efficacité, et ça c'est une des choses qui pose problème. Donc je vais essayer de vous montrer ça de manière un peu plus précise dans le cadre
dans le cadre de certains secteurs, en particulier du secteur agricole, qui est le secteur, un des secteurs que j'ai étudié à fond, que j'ai étudié profondément, mais il y en a d'autres, pour vous montrer justement cette espèce d'emballement technologique qui nous mène, à mon avis, droit à la catastrophe. Donc je serai un peu plus rapide sur les aspects marchands, comment le marché aussi se développe de manière excessive dans les propositions pardon, excusez-moi, dans les propositions pour répondre aux enjeux écologiques contemporains. Mais je voudrais là ce soir, parce que les aspects marché, la critique du marché, c'est une critique qu'on connaît depuis longtemps. D'une certaine manière, elle est assez classique. Donc je vais aller vite là-dessus. Par contre, la critique de la technique, elle est beaucoup moins développée et on ne se rend pas compte de ce qui se passe de ce point de vue-là. Donc je voudrais appuyer surtout sur ce fait-là. Et ce qui me semble, c'est que les propositions qui sont faites aujourd'hui, croissance verte, Green New Deal, pacte vert européen, transition écologique et numérique maintenant, etc., sont fondées sur des solutions hyper technologiques qui, en fait, ne sont pas des vraies solutions possibles. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer en prenant le cas de l'agriculture qui montre très bien comment nos relations avec la nature sont biaisées, sont perverties par cette volonté de toujours chercher des solutions techniques aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Donc je procéderai en 3 temps. Premièrement, il y a un nouveau paradigme technoscientifique qui s'est développé depuis une vingtaine d'années, qu'on appelle la convergence NBIC, dont je vous parlerai dans un premier temps. Deuxièmement, comment cette convergence NBIC s'exprime dans l'agriculture et ce que ça veut dire. Donc ça permettra de voir un peu plus précisément qu'est-ce que ça veut dire concrètement, quels sont le genre de solutions concrètes qui sont proposées pour lutter contre les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Et troisièmement, pour essayer de ne pas être trop pessimiste et sinistre, quelques pistes de réflexion et d'action pour changer le monde. Et au niveau agricole, d'une certaine manière, on sait ce qu'il faudrait faire. Donc ça pourrait être une bonne manière de commencer par l'agriculture pour ensuite dérouler à d'autres secteurs comme le secteur énergétique et d'autres qui sont beaucoup plus compliqués, j'en ai bien conscience évidemment, mais en tout cas au niveau agricole, on sait d'une certaine manière ce qu'il faudrait faire. Donc je vous présenterai dans un troisième temps les grandes pistes de réflexion qui sont aujourd'hui sur la table pour lutter contre les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Donc premièrement, la convergence NBIC, qui est à mon sens une utopie scientiste. Qu'est-ce que ça veut dire la convergence NBIC ? N, en fait, c'est l'idée qu'un certain nombre de disciplines qui se sont au début développées de manière complètement séparée finissent par converger, par donner lieu à des fertilisations croisées qui donnent en fait aujourd'hui les technologies qui constituent la concurrence technologique internationale d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on regarde précisément là où porte la concurrence entre les États-Unis, la Chine, l'URSS, l'Europe, on va voir que ça va se passer autour de ces technologies-là.
Donc c'est absolument central et personne n'en parle, ou quasiment personne n'en parle. Même moi, quand je parle, je demande à mes collègues est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de la convergence NBIC. Ils me disent non. Donc voilà, il me semble que c'est vraiment important de dire de quoi il s'agit. Et donc NBIC, N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour sciences de l'information et C pour sciences de la cognition, c'est-à-dire l'apprentissage. En fait, la manière dont ça s'est développé depuis quelques années, c'est surtout les neurosciences. Quand on parle de sciences de la cognition, on parle surtout de neurosciences aujourd'hui. Et toutes ces approches sont extrêmement mécanistes, réductionnistes, et je vais essayer de vous le montrer. Et ça vient ça vient pas que de ça, mais il y a eu un tournant historique par une grande conférence qui a eu lieu aux États-Unis en 2001 par la NSF, qui était organisée par la NSF, National Science Foundation, qui est un peu l'équivalent du CNRS en France, qui essaye de trouver les nouvelles perspectives technologiques qui nous permettraient de répondre à tous les enjeux contemporains. Et cette conférence a réuni des militaires, des scientifiques, des hommes politiques et des industriels. Et ils ont sorti un rapport 6 mois plus tard qui s'appelait des technologies convergentes pour améliorer la performance humaine. Donc c'est tout un programme en fait politique et social des technologies convergentes pour améliorer la performance humaine. Ça veut dire on va utiliser les technologies pour devenir plus performant, pour améliorer le rendement de nos activités, et tout va être centré sur cette recherche de rendement, d'efficacité, de performance. Et ça s'exprime à différents niveaux. Ça s'exprime d'abord au niveau individuel, donc des gens. Comment améliorer la performance des individus? On va mettre en place. L'idée, c'est que les techniques qui sont de plus en plus puissantes aujourd'hui vont nous permettre de nous améliorer en quelque sorte. Donc c'est un programme en fait complètement transhumaniste avec l'idée qu'on peut être augmenté par la technique. Et l'idée qui est née dans la Silicon Valley dans les années 80, c'est que plus on maîtrise un certain nombre de technologies, plus on va pouvoir améliorer les sens des êtres humains. Par exemple, on va faire des rétines artificielles pour permettre aux gens de voir dans la nuit avec une vision infrarouge. C'est des projets, c'est pas encore complètement fait, mais c'est en cours. On va mettre des implants dans le cerveau pour stimuler certaines zones corticales qui vont rendre les gens soi-disant plus intelligents. On va faire des prothèses intelligentes, c'est le terme qu'ils utilisent, branchées directement sur le cerveau. Bref, c'est tout un programme qui vise à instrumentaliser l'être humain pour le rendre plus performant. Et ça, c'est typiquement l'idéologie transhumaniste, qui est aujourd'hui complètement représentée par ce qui se passe dans la Silicon Valley, par les grandes firmes comme Google et les autres. Tous les GAFAM financent extrêmement largement tout ce genre de recherche aujourd'hui. Donc au niveau individuel, c'est l'idée donc d'accroître nos sens, d'accroître nos énergies, notre intelligence, etc. Au niveau social, c'est la même chose, c'est-à-dire que les sociétés ne sont pas assez rationnelles, il va falloir les organiser de manière plus rationnelle, plus performante, là encore. Et là, pareil, les nouvelles technologies vont nous permettre d'organiser les sociétés de manière plus rationnelle par toute une collecte de données. Ce qui se passe aujourd'hui en Chine avec le crédit social et des choses comme ça, c'est typiquement l'exemple de ce genre d'ingénierie sociale qui a une longue histoire. Hein. Ça revient déjà au 19e siècle
et aux utilitaristes comme Jérémy Bentham, qui déjà avaient une idée d'organiser la société de la manière la plus rationnelle possible. Mais aujourd'hui, grâce aux technologies et aux sciences et au progrès scientifique, on va pouvoir faire mieux là-dedans. Donc au niveau individuel, au niveau de l'organisation sociale et aussi au niveau de la nature, qui là aussi, la nature n'est pas assez performante. Donc par exemple, la photosynthèse n'est pas assez performante, on va pouvoir booster la photosynthèse, on va pouvoir créer de nouveaux écosystèmes. Vous savez qu'on a un gros problème d'érosion de la biodiversité, donc on a des tas d'espèces qui disparaissent, mais les sciences et les techniques d'aujourd'hui, en particulier dans les biotechnologies, nous permettraient de créer de nouvelles espèces, d'une nouvelle biodiversité artificielle. Et donc c'est toujours la même idée d'instrumentalisation grâce à la science et à la technique pour créer un monde plus performant. Donc au niveau individuel, au niveau social, au niveau de la nature. Donc les fondements de cette vision sont clairement transhumanistes. Le transhumanisme, c'est une idéologie qui est née dans la Silicon Valley dans la fin des années 80, mais on voit des prémices bien avant. Si on lit un certain nombre de livres comme Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui est paru en 1936, 1984 de Orwell, qui est paru en 48 ou 49, on voit déjà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des dystopies, on voit déjà une critique, enfin ils percevaient déjà ce tournant, ce virage vers une société du tout technologique. Et malheureusement, on y va de plus en plus vite et de plus en plus fort, où l'idée, encore une fois, c'est grâce à la science et à la technique, on va pouvoir créer des sociétés plus efficaces, plus performantes. Et ça relève, me semble-t-il, d'une position philosophique qui est complètement prométhéenne. L'idée qu'on peut, et c'est ce qu'ils disent, les transhumanistes, c'est que ces sciences et ces techniques vont nous aider à créer un nouvel être humain, à prendre la maîtrise de l'évolution biologique et de la modifier selon nos besoins, selon nos buts. Et c'est le fond du transhumanisme. Donc on a des hommes augmentés, des soldats augmentés, parce qu'évidemment le militaire est jamais très loin dans toutes ces choses-là, j'y reviendrai. Et il y a cette idée que la science et la technique vont nous aider à créer un nouvel être humain, en quelque sorte, une nouvelle nature humaine. Donc je vous cite une ou deux phrases des gens qui ont des gens qui proposent ce genre de vision. Par exemple, Kevin Warwick, qui est un des scientifiques de cette mouvance-là, qui disait déjà en 2002, donc ça fait longtemps, 20 ans, il disait: la technologie risque de se retourner contre nous, sauf si nous fusionnons avec elle. Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Carrément. Donc ça, c'en est un. Un autre, Ray Kurzweil, qui est directeur de l'ingénierie chez Google, donc qui a un poste extrêmement important depuis plus de 10 ans. Il est directeur de l'ingénierie chez Google depuis 2012. Il nous dit: la maladie, le vieillissement et la mort sont aujourd'hui des problèmes que nous pouvons dépasser. On le voit bien, effectivement, avec le Covid, on peut très bien dépasser la maladie, la mort. Enfin bon, c'est un peu délirant, me semble-t-il, mais ils sont dans cette vision-là, vraiment. Donc c'est une vision qui vise à instrumentaliser l'être humain pour le rendre plus performant en utilisant les nouvelles découvertes scientifiques et techniques. Et ça mène, alors juste pour vous donner une petite idée du genre
de techniques qu'ils envisagent pour améliorer l'être humain. On va par exemple on va ajouter des barrettes de mémoire dans le cerveau des gens pour leur permettre d'être plus intelligents. On va leur mettre des rétines artificielles qui leur permettent de voir la nuit avec une vision infrarouge ou une vision thermique. On va faire des modifications sur les génomes, donc des manipulations génétiques sur les êtres humains, pareil, pour les rendre plus résistants à certaines maladies, etc. Donc encore une fois, c'est l'idée de créer un nouvel être humain grâce à la science et à la technique. Et ça mène, d'un point de vue social, à une société eugéniste, hein, comme le disait Kevin Warwick. Il y a les gens qui refuseront de s'augmenter seront les chimpanzés du futur, c'est-à-dire seront les nuls, ceux qui seront vraiment pas intelligents, ceux qui auront rien compris et qui resteront au niveau social dans les basses sphères, alors que ceux qui auront décidé de s'augmenter, de s'améliorer grâce à la science et à la technique, eux seront ceux qui auront le droit de prendre les décisions. Donc on aura une société à deux vitesses, avec les gens super intelligents d'une part qui seront augmentés. Je caricature un peu, mais malheureusement pas beaucoup. Ceux qui seront augmentés, qui pourront prendre toutes les décisions, et tous les autres qui vivront comme ils peuvent, qui survivront comme ils peuvent, parce qu'ils ne seront pas assez intelligents, parce qu'ils n'auront pas accepté d'être augmentés. Et c'est la même chose aussi au niveau de nos relations à la nature, et c'est là que je voudrais en venir, c'est que là aussi, on a une vision complètement instrumentale de nos relations avec la nature, où on pense pouvoir recréer une nouvelle nature. On voit qu'aujourd'hui, la nature est pas en voie de disparition, mais enfin est quand même sérieusement attaquée de toutes parts du fait de toutes les agressions qu'on lui fait subir depuis 2 siècles de capitalisme industriel. Et l'idée, c'est que on va pouvoir trouver des réponses techniques et scientifiques qui nous permettront aussi de résoudre ces problèmes-là. Par exemple, les biotechnologies permettent aujourd'hui, ou permettraient, on en a encore, c'est encore en projet, mais ça avance, permettrait par exemple de recréer des espèces qui ont disparu. Donc du coup, c'est pas grave si des espèces disparaissent puisqu'on pourra les recréer. Par exemple, il y a des programmes qui visent à déséteindre, c'est leur terme, déséteindre le mammouth laineux qui a disparu quand même il y a 15 000 ans. Et c'est justifié par la lutte contre le changement climatique. L'idée, c'est si on arrive à recréer des mammouths, eh bien on les relâche dans la taïga sibérienne ou arctique, et ils vont par le fait qu'ils broutent l'herbe, qui laissent du fumier sur place, etc. Ça va revivifier la taïga, et du coup la taïga va recommencer à faire ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire absorber des gaz à effet de serre. Donc, déséteindre le mammouth laineux, c'est une bonne solution pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est une idée. Dans le sens inverse, on va aussi, on a l'appareil, ce sont des techniques qui sont déjà opérationnelles aujourd'hui dans les biotechnologies, ce qu'on appelle le forçage génétique. C'est l'idée que, enfin, c'est pas une idée, c'est des techniques qui permettent de tuer quelque part des populations sauvages qui nous embêtent, par exemple des espèces invasives, des rongeurs qui détruisent complètement la population végétale et animale de certaines îles, etc. On va pouvoir, grâce à ces techniques de biotechnologie, éteindre, au contraire, des espèces sauvages qui nous embêtent. Et donc, quelque part, on a cette toute-puissance qui nous permet, d'une part, de créer de nouvelles espèces qui nous arrangeraient, et par ailleurs, de tuer des espèces qui nous arrangent pas du tout, des espèces invasives. Donc là encore, on est dans une vision complètement instrumentale de
du rapport au vivant, du rapport à la nature et aussi du rapport à la société. Alors, je vous donne quelques exemples un peu plus précis des techniques. Il y en a plein, hein, et là qui sont certaines sont déjà prêtes à être utilisées. Elles ne le sont pas encore parce qu'effectivement les gens ont quand même un peu peur de se lancer dans ces choses-là, mais elles sont prêtes à utiliser déjà. Donc quelques exemples pour vous faire sentir un peu de quoi il s'agit. Premièrement, ce qu'on appelle la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, il s'agit de manipuler la biosphère, les grands cycles biogéochimiques de la Terre. Et là, il y a deux grandes familles de techniques. Premièrement, ce qu'on appelle la gestion du rayonnement solaire. Rien que ça, on va gérer le soleil. Et par exemple, pour limiter le réchauffement de la planète, on va balancer des nanoparticules de soufre dans l'atmosphère pour faire écran au rayonnement solaire et pour permettre que du coup la Terre ne se réchauffe pas trop. Et ça, le GIEC, donc le groupement intergouvernemental des experts pour le climat, a déjà dans son rapport de 2014, donc ça fait un certain temps, a déjà reconnu la possibilité d'utiliser ce genre de technique en cas d'urgence climatique. Et maintenant, il y a un nouveau rapport qui vient de sortir, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais si déjà en 2014, ils acceptaient la possibilité de le faire, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est encore plus avancé. Donc, penser qu'on peut contrôler le rayonnement solaire, c'est une famille de techniques. Une autre famille de techniques, c'est l'élimination du dioxyde de carbone. Là, il s'agit si on émet donc par les émissions anthropiques, c'est-à-dire par nos activités humaines, économiques, etc., on émet énormément de gaz à effet de serre, en particulier de carbone. Une partie de ces émissions sont absorbées par la biomasse et par les sols. En gros, 30% des émissions anthropiques sont absorbées par les sols et par la biomasse, et environ 30 autres % sont absorbés par les océans. Donc il reste à peu près 40% qui sont relâchés dans l'atmosphère. L'idée, c'est d'accroître ces puits de carbone, c'est le terme consacré, d'accroître ces puits de carbone pour que les sols, la biomasse, les océans absorbent plus de carbone pour qu'il y en ait moins dans l'atmosphère et que du coup, on limite le réchauffement climatique. Donc une des solutions, mais il y en a plein d'autres, une des propositions en tout cas, qui est déjà testée à un niveau local, pas encore global heureusement, mais au niveau local, c'est de balancer du fer ou de l'urée dans l'eau, dans les océans, parce que ça va stimuler la croissance du phytoplancton. Et le phytoplancton, donc des microalgues végétales, le phytoplancton se nourrit de carbone, donc absorbe du carbone. Donc plus on va fertiliser les océans, c'est leur terme, fertiliser les océans pour accroître la capacité d'absorption de carbone par les océans et donc diminuer la quantité de carbone dans l'atmosphère. Donc géo-ingénierie, c'est vraiment ça, c'est-à-dire jouer, instrumentaliser, essayer de contrôler les grands cycles biogéochimiques de la Terre, les cycles du carbone, les cycles de l'azote, etc. Tout cela relève d'une vision complètement réductionniste d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire voit la nature et nos interactions avec la nature d'une manière complètement mécanique, comme si la nature était une machine et que nos interactions avec la nature étaient des machines là aussi, et ne voit pas toutes les conséquences qui pourraient dériver de ce genre de manipulation. Par exemple, quand on accroît la concentration de carbone dans les océans, si on fertilise les océans et qu'on accroît la possibilité d'absorption de carbone par les océans, ça va entraîner une acidification des océans qui elle-même va entraîner la mort des récifs coralliens,
la mort de tous les coquillages qui fabriquent du calcaire, puisque si l'océan est trop acide, tous les organismes qui sont biocalcifiants, comme on dit, vont mourir. Donc on ne prend pas en compte, on ne réalise pas l'ensemble des interactions dans un écosystème et on ne réalise pas la complexité. C'est pour ça que je parle de réductionnisme. On ne prend pas en compte la complexité des interactions à l'œuvre dans des écosystèmes, mais c'est vrai aussi des sociétés humaines. Et du coup, on dit bon, on va agir sur l'absorption de carbone par les océans, sans se poser la question qu'est-ce que ça va engendrer ensuite. Et c'est pareil pour tout. Donc c'est une vision complètement réductionniste, de courte vue, et qui repose sur un sentiment de toute puissance. On voit ça aussi sur les biotechnologies. On fait face aujourd'hui à un développement des biotechnologies extrêmement rapide qui permet des manipulations génétiques de plus en plus étendues, qui vont jusqu'à la création de nouvelles formes de vie qui n'ont jamais existé dans la nature. Donc on va fabriquer des nouveaux micro-organismes qui n'ont... l'idée par exemple, ça va être de refaire vivre des espèces disparues, ça va être d'éteindre des espèces qui nous embêtent, et ça va être aussi de fabriquer des espèces qui nous seraient utiles d'un point de vue industriel. Par exemple, on va fabriquer des nouveaux micro-organismes, je vais y revenir dans un instant, qui permettent de transformer certains végétaux en essence, en produits chimiques, en plastique. Et donc, on a là encore une instrumentalisation complète des processus naturels qui font assez peur, me semble-t-il. Et qui repose, toujours pareil, c'est ça qui me semble très important, sur une vision mécaniste, réductionniste, où on pense qu'on contrôle toutes les interactions, alors qu'en fait, on contrôle rien du tout. Les fonctionnements des écosystèmes, les fonctionnements des sociétés sont des phénomènes extrêmement complexes où on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, parce que c'est des effets en cascade non linéaires avec des tas de hasards potentiels dans la chose qui font que on a ce que les scientifiques appellent des dynamiques à l'avenir ouvert, c'est-à-dire avec toutes ces interactions, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut sortir de ça. Et du coup, l'instrumentalisation est vouée à l'échec. On ne peut pas contrôler tout ça. Mais ceci dit, ces scientifiques qui travaillent dans ce genre de perspective, eux pensent qu'on va pouvoir contrôler tout ça et faire servir les processus naturels à notre industrie, à notre augmentation de performance, etc. Donc j'essaie de comprendre dans mon livre, j'ai pas le temps de parler de tout ça, mais juste un petit mot quand même rapide. J'essaie de comprendre ce mouvement grâce à des penseurs qu'on appelle technocritiques, c'est-à-dire qui s'interrogent sur la place de la technique dans nos sociétés depuis longtemps, qui sont très très minoritaires, mais néanmoins qui disent des choses très intéressantes, comme par exemple Jacques Ellul, Ivan Illich et un certain nombre d'autres. Ellul, par exemple, parle, en étudiant le phénomène technique et cette extension permanente de la technologie, de la recherche de solutions techniques aux problèmes, aux enjeux contemporains, identifie un certain nombre de caractères de la technique. Et là, j'en mentionnerai juste 3, il en identifie d'autres, mais il y en a 3 qui me semblent extrêmement importants. Premièrement, ce qu'il appelle l'auto-accroissement, c'est-à-dire l'idée que à chaque fois qu'on a un problème, aujourd'hui dans les sociétés contemporaines, on cherche une solution hyper technologique. Et chaque solution hyper technologique va engendrer d'autres problèmes qui vont engendrer à leur tour
d'autres solutions hyper technologiques qui vont engendrer d'autres problèmes, d'autres solutions, et donc on est dans une espèce de dynamique sans fin. Exemple, juste un petit exemple. Il y a des gens qui sont électrosensibles, qui ne supportent pas les ondes électromagnétiques qui se développent partout dans le monde dans lequel on vit. Pour faire face à ça, on pourrait avoir deux solutions tout à fait différentes. Premièrement, dire on arrête de mettre des antennes 5G partout parce que ça pourrit la vie des gens. Deuxième solution, qui est celle qui est plutôt envisagée, c'est de trouver des solutions techniques pour contrôler les effets de ces ondes électromagnétiques. Et là, les nanotechnologies ont permis de créer des peintures nanotechnologiques avec donc des nanoparticules qui permettent de faire un espèce d'écran aux ondes électromagnétiques. Mais déjà, on vit dans un monde où on lutte contre les particules fines qui nous rentrent dans nos poumons. Pourquoi on essaye d'arrêter le diesel? C'est parce que les microparticules, les particules fines sont extrêmement toxiques pour la santé. Et si on fait des peintures à nanoparticules, les nanoparticules sont encore beaucoup, beaucoup plus petites que les particules fines et donc vont rentrer encore beaucoup plus facilement dans les organismes vivants et vont créer d'autres problèmes de santé, etc. Donc, à un problème technique, on apporte une solution technique qui va engendrer d'autres problèmes qui vont entraîner d'autres recherches, d'autres solutions techniques, et cela dans une espèce de course sans fin. Comment ? Une dizaine de minutes, ça va. Ah oui ? Oups. Tu veux en faire un peu plus ? Ouais. Ça marche. Alors juste un autre caractère de la technique identifié par Ellul, c'est ce qu'il appelle l'insécabilité, c'est-à-dire le fait que la technique est forme système et que quand on adopte une technique, on adopte en fait tout un ensemble de pratiques qui vont avec. C'est pour ça qu'il appelle insécabilité, on peut pas couper. Et donc on peut pas dire la technique, en fait, telle technique, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Non, l'usage est complètement intégré dans la technique. Et là, je vais passer à l'agriculture et je vais vous donner un exemple de ça. Donc, je passe maintenant au NBIC au champ. Donc, dans l'agriculture, ce nouveau paradigme technoscientifique dans l'agriculture, qui est fondé sur deux grands aspects. Premièrement, le développement incroyable des biotechnologies et deuxièmement, ce qu'on appelle l'agriculture connectée, l'agriculture 2.0, l'agriculture 4.0, l'agriculture de précision, enfin il y a plein de termes différents. Premièrement, les biotechnologies, de quoi s'agit-il ? Comme je vous le disais, il s'agit de manipuler, de créer de nouveaux micro-organismes. Enfin, il y a deux aspects. Premièrement, de créer de nouveaux micro-organismes pour transformer la biomasse. La biomasse, c'est tout ce qui vit ou a vécu sur Terre, mais qui n'est pas fossilisé, donc des végétaux, des animaux morts ou vivants, mais de les transformer en carburant, en plastique, en essence. L'idée, c'est ce qu'on appelle la bioéconomie et c'est au cœur du pacte vert européen qui a été choisi, et voté il y a 2 ans. L'idée, c'est de remplacer toutes les ressources fossiles par des ressources naturelles, renouvelables, donc la biomasse, parce que la biomasse, effectivement, ça repousse. Mais pour transformer la biomasse en carburant, en produits chimiques, en plastique, on utilise des micro-organismes qui vont dégrader chaque type de biomasse en certains types de produits chimiques, essences, plastiques, etc. Donc il y a énormément de recherches aujourd'hui qui sont dédiées à mettre au point, à fabriquer, mais de toutes pièces, à fabriquer de toutes pièces, en manipulant les génomes que l'on connaît. On prend
pardon, on a trouvé une fonction particulière dans un micro-organisme existant qui nous permet de transformer la lignine des arbres en plastique. Donc on va on va recréer ce génome-là, on va le mélanger avec d'autres fonctions qu'on a retrouvées ailleurs, et on va créer des organismes, encore une fois, qui n'ont jamais existé, pour fabriquer, avec chaque type de biomasse, on peut fabriquer des tas de produits différents, donc des agrocarburants, de l'essence, du biodiesel. On peut fabriquer des produits chimiques, c'est ce qu'on appelle tout le domaine de la chimie verte. On peut fabriquer des plastiques. Par exemple, les sacs en plastique qu'on vous donne en disant c'est des sacs en plastique biodégradables, c'est fait à base d'amidon de pommes de terre, par exemple. Il y a d'autres solutions, mais une des solutions, c'est celle-là. De l'amidon de pommes de terre auquel on applique ces nouveaux micro-organismes qui ont été créés exprès pour ça, pour transformer l'amidon de pommes de terre en plastique. Et donc, ça nous donne du plastique biodégradable. Un des problèmes de cette vision-là, c'est que toutes ces transformations donnent lieu à des dépôts de brevets. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir d'industrie de biotechnologie. L'industrie des biotechnologies se développe parce que les industriels peuvent s'approprier privativement, monétairement, le résultat de leurs actions, de leurs recherches. Si jamais il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de possibilité d'appropriation. Donc il y a eu aussi toute une évolution depuis les débuts des années 80 pour reconnaître la brevetabilité du vivant et pour dire tel micro-organisme, il est à moi, ou tel produit qui a été produit par ces micro-organismes appliqués à l'amidon de pomme de terre ou à d'autres choses, il est à moi. Et aujourd'hui, on a une course au brevet qui est phénoménale. On a des dizaines de milliers de séquences génétiques qui sont brevetées par des industries qui brevettent même des choses dont ils ne savent même pas à quoi ça sert. Simplement, on ne sait jamais. Donc, ils brevettent à tour de bras. Ce qui veut dire qu'ils s'approprient, en quelque sorte, des processus qui sont au fondement de la vie sur Terre. Plus la recherche va loin dans la compréhension du vivant, plus les brevets qui vont être déposés sont des brevets qui touchent au fondement des processus vitaux. Par exemple, on a aujourd'hui des recherches qui visent à booster, c'est leur terme, booster la photosynthèse. La photosynthèse, il paraît que c'est pas assez efficace. Bon, sans photosynthèse, on n'aurait pas de vie sur Terre, hein, je vous le rappelle quand même. Mais c'est pas grave, c'est pas assez efficace. C'est vraiment typiquement une vision transhumaniste. Donc, on cherche à améliorer la photosynthèse et du coup, on va déposer des brevets sur des séquences génétiques qui participent à la photosynthèse. On va faire la même chose avec d'autres fonctions fondamentales des plantes. Par exemple, il y a une classe de plantes, de végétaux qui s'appellent des légumineuses, qui ont cette capacité très intéressante de fixer l'azote atmosphérique et de le mettre dans le sol. Et donc, les plantes qui sont des légumineuses, elles attrapent d'une certaine manière, grâce à une symbiose avec des micro-organismes qui vivent autour de leurs racines, elles arrivent à attraper l'azote atmosphérique, à le restituer dans la terre et du coup à faire son propre engrais en quelque sorte. Et là aussi, on travaille sur ces fonctions-là et on essaye de transformer des céréales. Alors, les légumineuses, ce sont toutes les plantes ACOS, les pois, les haricots, le soja, les trèfles, toutes les plantes ACOS. Et on essaye de transformer des céréales en légumineuses. Et là encore, on va déposer des milliers de brevets sur les séquences génétiques qui codent pour ces processus métaboliques. Résultat, on n'est pas très loin de voir Bayer Monsanto, Syngenta, BASF et les grands de l'agrochimie, dans pas longtemps, revendiquer la propriété de la photosynthèse, la propriété de la fixation de l'azote par les plantes et des choses comme ça.
Donc c'est quand même assez dramatique. Enfin, c'est en tout cas très inquiétant. Et les recherches là-dessus sont extrêmement actives, super bien financées, y compris par des agences militaires parce que ce sont des enjeux stratégiques. Aujourd'hui, on le voit très bien. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. On voit l'envolée des prix du blé, des céréales, etc. La sécurité alimentaire est un enjeu crucial. Et du coup, ces firmes-là sont en train de dire je suis garant de la sécurité alimentaire mondiale, mais en échange, je dépose 10 000 brevets sur tel et tel et tel processus, qui sont encore une fois des processus à la base de la vie sur Terre. Donc les ressources génétiques, enfin les gènes sont devenus des ressources génétiques, alors que les gènes a priori sont pas des ressources, mais avec l'évolution des biotechnologies, les gènes sont devenus des ressources. Des ressources brevetable, appropriables privativement. Donc ça, c'est un premier aspect de la convergence NBIC dans les champs, dans l'agriculture. Deuxième grand aspect, donc ça c'est ce qui concernait les biotech. Deuxième grand aspect, c'est ce qu'on appelle l'agriculture digitale, connectée, 2.0, 4.0, etc. Là, il s'agit, et là encore une fois, c'est promu par la Commission européenne, par l'UE, de robotiser toute l'activité agricole, toujours pareil, pour plus de performance, plus d'efficacité. Et donc, on est en train de construire des machines connectées. On met des capteurs dans les champs pour mesurer toute une série de données sur, justement, la concentration d'azote dans les champs, le degré d'humidité, le niveau de la photosynthèse à tel et tel moment, etc. Et on fabrique des machines qui coûtent une fortune. Un tracteur connecté, ça coûte 150 000 euros. Une moissonneuse-batteuse connectée, ça coûte 300 000 euros. Résultat, les agriculteurs, s'ils n'ont pas l'argent pour acheter des tracteurs à 150 000 euros, ce qui en général, ils n'ont pas l'argent, ils s'endettent. Et donc, en fait, c'est juste un accroissement du problème qu'on a déjà dans l'agriculture, c'est-à-dire beaucoup trop de dépenses en capital qui vient remplacer le travail des agriculteurs et une désertification des campagnes et une perte de souveraineté alimentaire parce que ce sont ces grandes firmes qui contrôlent toute cette ce processus productif hyper technologique, là encore, fondé de plus en plus sur l'accaparement des données aussi, l'accaparement des données des agriculteurs. On se retrouve avec des tracteurs qui ressemblent, les cabines de tracteurs ressemblent à des cabines d'avion. Et on accroît encore le cercle vicieux dans lequel on est déjà depuis au moins plusieurs décennies, qui est que plus on a besoin de capital dans l'agriculture, plus les paysans s'endettent, plus pour amortir leurs coûts, ils sont obligés d'avoir des parcelles de plus en plus grandes, et plus ils ont des parcelles de plus en plus grandes, plus ils sont obligés de mécaniser. Plus ils mécanisent, plus ils sont obligés d'agrandir leurs parcelles, etc. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux qui fait qu'on a de moins en moins de paysans, une désertification des campagnes, une concentration des terres, une perte de souveraineté alimentaire, et on a un exode rural, des migrations dont on voit les effets aujourd'hui, hein. Et ça se passe au niveau mondial avec des effets différents au nord et au sud, mais sur le fond, c'est un peu le même processus. Et tout cela, alors que, encore aujourd'hui, 3/4 des terres cultivées sont utilisées par l'agriculture industrielle, qui utilise aussi à peu près 80% des ressources en eau de l'agriculture, et tout ça pour produire seulement 1/4 de la nourriture consommée sur la planète. Et à l'inverse, 1/4 des terres sont utilisées par l'agriculture paysanne, l'agroécologie,
qui n'utilisent aussi que à peu près 20% des ressources en eau utilisées en agriculture et qui produisent 3/4 de la nourriture consommée dans le monde. Quel est le système le plus efficace? Ils ont tous l'efficacité à la bouche, mais en fait, le système le plus efficace, c'est l'agriculture paysanne, qui produit l'essentiel de la nourriture aujourd'hui. Donc, quand on nous dit aujourd'hui une population croissante, le changement climatique, de plus en plus de stress, de complications du fait du changement climatique, etc., il faut augmenter les rendements, il n'y a pas d'autre solution. Non, c'est faux. Le problème n'est pas un problème de rendement, et donc, parce que le problème de rendement, comment ils y répondent, c'est encore une fois par le genre de solutions hyper technologiques dont je viens de vous parler. C'est pas un problème de rendement, c'est un problème d'affectation des terres. Il suffirait de prendre la moitié des terres utilisées par l'agriculture industrielle, par exemple, pour les cultiver en agroécologie, en agriculture paysanne, pour que on double la quantité de nourriture produite dans le monde. Donc, le problème n'est pas un problème de rendement, c'est un problème d'affectation des sols, d'affectation des terres. Et ça, c'est pas parlé, on n'en parle pas au niveau international vraiment, alors que c'est un problème absolument crucial. Donc, on continue dans cette fuite en avant technologique. Alors, juste pour finir, parce que je sais que je dépasse un peu de mon temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que là, c'est un constat relativement pessimiste, je sais. Mais j'ai essayé de finir mon livre par un chapitre un peu plus optimiste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire autrement, faire un pas de côté? En agriculture, on sait ce qu'il faudrait faire. Dans d'autres secteurs de l'activité économique, c'est beaucoup plus compliqué. Sur les secteurs de l'énergie, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué et les solutions sont beaucoup plus difficiles à trouver. Mais en agriculture et de manière plus générale au niveau du système alimentaire, en gros, on sait ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire en gros généraliser, sortir de l'agriculture industrielle, généraliser l'agroécologie. Depuis 20 ans, tous les rapporteurs du droit à l'alimentation des Nations Unies disent tous la même chose: sortir de l'agriculture industrielle, généraliser l'agriculture paysanne, l'agroécologie. De quoi s'agit-il? Et ça, juste avant d'expliquer en 3 mots, ça pourrait être un début de transition. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faudrait faire en agriculture. On pourrait commencer par le faire, et ensuite, on apprendrait en marchant, d'une certaine manière. Et déjà, il faut savoir que le système agricole alimentaire est responsable de 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on arrivait à modifier au fond le système agricole alimentaire, on pourrait réduire considérablement déjà les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, et la biodiversité, les pollutions, enfin, au niveau environnemental de manière générale, ça n'aurait que des effets bénéfiques. Et ça nous permettrait d'avoir des idées de comment s'attaquer à d'autres problèmes qui sont effectivement plus compliqués et auxquels je n'ai pas de réponse. Mais au niveau agricole, on a déjà des réponses. Donc passer à généraliser l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? C'est une manière holistique, globale, systémique d'envisager les écosystèmes cultivés et de tirer parti des interactions naturelles au sein des écosystèmes. Et donc, il s'agit pas, comme le fait l'agriculture industrielle, de faire une espèce de table rase pour cultiver la même chose partout dans le monde sur des terres qui sont quasi mortes, et elles sont tellement mortes qu'il faut apporter des tas d'engrais chimiques et de choses pour permettre que des plantes poussent, mais utiliser les interactions naturelles, écosystémiques, pour permettre l'agriculture. Il y a des tas de pratiques qui existent depuis des milliers d'années qui sont redécouvertes aujourd'hui, et il y a des nouvelles pratiques aussi qui sont découvertes avec les progrès de la biologie des écosystèmes. Par exemple, les rotations de cultures, les cultures associées. Un exemple, juste pour vous donner un exemple, les Amérindiens au nord et au sud du continent américain, depuis des milliers d'années, cultivent ce qu'ils appellent les 3 sœurs. Les 3 sœurs, ce sont les courges, le maïs, les haricots. Les haricots sont des légumineuses.
Donc ils font des cultures associées, ils mettent un rang de courge, un rang de maïs, un rang de haricots. Les haricots attrapent l'azote atmosphérique, le restituent dans le sol et du coup font des engrais. Alors que ce qu'on fait aujourd'hui, au lieu de planter des haricots ou des pois ou je ne sais quoi, on va fabriquer des engrais chimiques à base de pétrole ou de gaz naturel. D'ailleurs, aujourd'hui, un des problèmes, une des raisons pour lesquelles les prix des céréales explosent depuis la crise ukrainienne, enfin la crise, c'est pas une crise, hein, c'est bien plus grave que ça, mais bon, voilà, c'est que on a un doute sur les approvisionnements en pétrole, en gaz naturel, et du coup, on a un doute, on a une peur de pas avoir assez d'engrais, et du coup, ça fait augmenter le prix des céréales parce qu'on a une peur sur l'approvisionnement. Mais il suffirait de planter des légumineuses en rang pour permettre la même chose sans avoir besoin de produits chimiques, d'intrants, de toutes ces solutions hyper sophistiquées et mauvaises pour l'environnement. On pourrait faire ça beaucoup plus simplement. L'agroforesterie, c'est pareil. On remet des haies, des arbres, tout ce qu'on a détruit il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans avec ce qu'on appelait le remembrement des terres agricoles. Il suffit de revenir, de replanter des haies, de replanter des arbres. Ça a énormément d'effets positifs. Et là encore, ce sont des choses qui sont expérimentées partout dans le monde, qui montrent que ça marche très bien. Ça permet d'augmenter les rendements au moins autant que les solutions hyper technologiques, chimiques, etc. Et donc, pourquoi ne pas faire ça? Donc ça, c'est au niveau de la parcelle des fermes. Ensuite, à un niveau plus méso-économique, c'est-à-dire au niveau du territoire, il faudrait drastiquement changer l'organisation des territoires. Mais là encore, il y a aussi plein d'expérimentations qui sont faites et qui donnent des résultats assez intéressants. Favoriser les circuits courts. On a vu au moment du confinement dû au Covid que on a une énorme dépendance du fait de l'internationalisation des chaînes de valeur de la production qui font que, voilà, même encore aujourd'hui, on le voit avec la guerre en Ukraine, on n'arrive pas à se fournir en céréales, en blé, etc. parce que ça vient de loin. Il suffirait de relocaliser la production, organiser la production, la distribution et la consommation à un niveau beaucoup plus local qui permettrait de retrouver une autonomie alimentaire et une maîtrise des territoires et une organisation des territoires, ce qui permettrait aussi de faire revivre des territoires qui sont de plus en plus désertifiés. Alors là, il y a encore une fois plein de... je pourrais en parler dans la discussion si vous voulez. Là, je sais que j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais vite. Mais il y a plein d'expériences qui ont été faites qui sont extrêmement intéressantes autour de ces questions-là. Par exemple, un truc qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation, qui a été proposé il y a pas très longtemps par une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, qui a été repris par la Confédération paysanne en France et qui propose une espèce de le même fonctionnement que la sécurité sociale, non pas la sécurité sociale telle qu'elle existe aujourd'hui, mais la sécurité sociale d'Ambroise Croizat, c'est-à-dire dans les années 47-48, avant la gestion paritaire patronat-syndicat, où on avait des caisses départementales, par exemple, où chacun dans le département cotise proportionnellement à ses revenus et reçoit. L'idée, ça serait par exemple de recevoir un espèce de chèque. Donc ils disent au début une espèce de carte vitale où il y aurait 150 € par mois pour aller acheter des bons produits. Donc on pourrait conventionner, on pourrait utiliser ces 150 €, pas n'importe où, pas pour aller au supermarché Carrefour et acheter de la bouffe industrielle, mais acheter des bons produits plus ou moins bio et du coup faire vivre l'agriculture locale. Donc c'est-à-dire non pas jouer que sur l'offre, mais aussi jouer sur la demande et créer une demande solvable pour des bons produits. C'est une des propositions, mais encore une fois, il y en a plein d'autres. Il y a énormément de créativité institutionnelle autour de toutes ces questions. Donc ça, c'est au niveau de l'organisation des territoires.
généraliser toutes les formes évidemment autogestionnaires pour que les gens reprennent le contrôle de leur alimentation, de l'agriculture, de la gestion des territoires, puisque encore une fois c'est là où on vit, hein, c'est dans les territoires. Et là encore, plein d'initiatives extrêmement intéressantes. Si vous avez des questions, je pourrais vous en raconter d'autres. Dernier niveau où il faut absolument agir, contrairement à ce que certains disent, comme, enfin je vais pas donner de nom, mais l'idée que chacun doit agir dans son coin et que ça suffira, il suffit de trier ses déchets, je sais quoi, pas quoi. Non, ça ne suffit pas. On a besoin d'un changement de système fondamental et ce ne sont pas que des actions individuelles qui nous permettront de changer de système. Hein, donc les colibris, ça ne suffit pas. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, c'est bien, mais ça ne suffit pas, on ne peut pas s'arrêter là. Donc il faut aussi des changements macroéconomiques globaux, fondamentaux. Et là, je dirais, je vais en citer quelques-uns, une réforme agraire pour redistribuer les terres en petites parcelles, parce que des champs de 500 ou 1000 hectares, évidemment, ça oblige à l'agriculture industrielle, à la mécanisation, à la chimie. Donc arrêter les exploitations énormes qui détruisent tout, et du coup redistribuer les terres en petites parcelles, puisqu'on peut faire l'agroécologie que sur des petites parcelles. Donc ça exige une réforme agraire. Ça permettrait il faudrait aussi déspécialiser et relocaliser la production agricole. C'est vrai pour la production industrielle aussi, hein, mais bon là je parle de l'agriculture. Donc déspécialiser, relocaliser la production. C'est pas évident, ça exige de repenser toute la division du travail. Et là encore, j'ai pas de solution toute faite pour dire voilà comment on fait. C'est compliqué, mais en tout cas il faut réfléchir dans cette direction-là. Parce qu'on peut avoir des territoires qui soient à peu près autonomes d'un point de vue alimentaire. Et c'est vers ça, à mon sens, qu'il faudrait aller. Et au niveau énergétique, on le voit bien aujourd'hui, c'est la même chose. Donc il faut réfléchir au niveau des territoires, pas au niveau de la mondialisation qui nous rend complètement dépendants des prix des marchés internationaux, des contextes géopolitiques, de plein de choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Former des formateurs en agroécologie. Aujourd'hui, dans les champs de l'agriculture, tous les techniciens sont formés à l'agriculture industrielle et vont faire le tour des fermes en leur disant mettez de la chimie, passez à l'agriculture digitale, connectée, etc. Donc il y a tout un énorme travail à faire au niveau des formateurs, de reformer des formateurs qui réapprennent aux paysans à fonctionner, à redécouvrir d'autres choses qui faisaient avant et d'autres qui faisaient pas d'ailleurs, mais en tout cas à réapprendre ou à apprendre d'autres pratiques. Sortir du libre-échange. Aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce que ça donne le libre-échange, c'est-à-dire que les prix des matières premières sont fixés sur des marchés internationaux hyper spéculatifs. Il n'y a pas plus d'exemples qu'aujourd'hui sur le pétrole, sur le blé, etc. Donc on est complètement dépendant de chocs qui n'ont rien à voir avec les territoires qui vont nous rendre complètement captifs par rapport tout d'un coup, en une semaine, le prix du blé double. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve avec des émeutes de la faim dans des tas de pays qui sont donc des potentiels extrêmement déstabilisateurs aussi d'un point de vue politique, pas que économique. Oui, abolir la propriété intellectuelle sur le vivant, qui est quand même un scandale et politique et philosophique. Et le mot de la fin, ça sera, pour faire tout ça, qu'est-ce qui bloque? Essentiellement, ce sont les lobbies diverses et variés des industries qui nous empêchent, à chaque fois qu'il y a des propositions un peu intéressantes et un peu ambitieuses pour faire changer les choses. On l'a vu par exemple, à la négociation de la nouvelle PAC il y a un an. Toutes les propositions un peu ambitieuses sont bloquées par les lobbies agro-industriels. Ça veut dire comment on limite le pouvoir de ces lobbies.
eh bien, on revivifie les lois antitrust qui existent depuis la fin du 19e siècle, qui ont permis de démanteler des industries qui étaient complètement dominantes, comme par exemple aux États-Unis, on avait la Standard Oil, qui était le monopole sur le pétrole, qui a été démantelé en 34 sociétés différentes au tout début du XXe siècle. On avait des lois, et on a toujours des lois, qui permettraient de démanteler les grandes firmes pour limiter leur pouvoir. Parce que quand on a une firme comme Apple, dont la capitalisation boursière est plus importante que le PIB français, évidemment, les rapports de force sont pas du tout en faveur de quelques mouvements différents que ce soit. Donc, revivifier aussi les législations antitrust. Voilà, je m'arrête. J'étais un peu longue, je suis désolée. Merci beaucoup Hélène. Ouais, parfait. Tu veux qu'on déplace le micro peut-être? Non, on fera passer pour les questions. Ok, super. Un poil plus long que prévu, mais très intéressant, je pense que ça a valu la peine, merci beaucoup. Je propose qu'on fasse à peu près 45 minutes de questions-réponses. Ça va nous amener autour de 22h10, ce qui est tard, mais raisonnable. Est-ce que ça te va de faire 3 questions à la fois pour Comme vous voulez, moi il n'y a pas de souci. Non, c'est bon, ça va très bien. Alors allons-y pour les questions, 3 à la fois, et quelqu'un va passer dans le... Ouais, ça va à distance. Excusez-moi, je suis trop loin, donc je m'approche un peu. Super. Il y avait une question ici, une question. Ok. Je commence. Merci beaucoup en tout cas pour cet exposé. En tout cas, moi je retiens une chose en premier, c'est quand on entend aujourd'hui toujours ces discours sur l'innovation et qu'on n'arrive pas à nommer ce que c'est derrière. En fait, comme vous avez dit, l'écologie transhumaniste, moi je crois que c'est ce mot qu'il faut utiliser à chaque fois pour la droite, pour la qualifier. Et qualifier le projet tel que vous l'avez décrit, je trouve que c'est vraiment... En tout cas, ça peut nous faire prendre conscience de ce qu'il y a derrière. Ma question, elle est à un autre niveau, c'est surtout sur la question de la géo-ingénierie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la pensée d'Andreas Malm, qui était venu aussi ici il y a 2 ans, et qui à cette occasion avait dit « Oh là là, la géo-ingénierie, je ne sais pas, j'ai lu un livre récemment d'une certaine, comment elle s'appelle, Holly Jane Bock, After Geoengineering, après la géo-ingénierie, qui disait ah, mais si elle a raison, il faudrait en fait envisager du moins certaines des formes, la deuxième catégorie que vous avez citée. » Et il a pris en fait aujourd'hui clairement cette direction. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'il justifie, il est d'accord avec ça? Oui, c'est ça, et puis vraiment de manière très agressive en disant, si je caricature pas, son livre sur le Covid, celui qu'il a écrit à la fin, il parle de léninisme écologique, et dedans il dit, en gros, la grande revendication, ça devrait être d'exproprier les grands groupes fossiles et de faire qu'ils cleanent en fait leur messe, leur merde, comme on avait dit, et vraiment qu'en fait ils fassent de la capture de carbone de manière absolument massive. Et du coup, je me demandais ce que vous en pensiez, parce que moi, ça me fait extrêmement peur, d'autant que quand on voit l'étape d'après, Holly Jane Bock, par exemple, elle a été invitée par un auteur que j'ai lu récemment, qui a écrit un livre, c'est la Terraformation 2019. C'est en gros, vraiment, il faut comprendre qu'on est dans un paradigme planétaire, et que c'est que, justement, des solutions écomodernisme, le nucléaire partout, ou alors vraiment la géo-ingénierie poussée à fond, comme Bill Gates le dit, qui seront la solution intermédiaire. Donc moi je suis terrifié de voir qu'en fait même des alliés en fait très forts dans le mouvement de la justice climatique tiennent ces positions, et finalement c'est ce que vous disiez, c'était l'hétérodoxe dans l'hétérodoxe. Qu'est-ce qu'on fait finalement avec ces gens qui n'ont aucune critique de la technique? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Merci. Oui, merci beaucoup pour la conférence. Donc, ma question, en fait, elle va être un peu dans la continuité de celle qui vient d'être posée. J'ai été très intéressé par tous les constats que vous avez dressés, par la sensibilité théorique et philosophique que vous déployez pour ce faire. Néanmoins, j'ai été un peu inconfortable avec le cadrage d'un point de vue, de certains points de vue par rapport à la technique, justement, dans le sens où je me posais la question de savoir si la problématique était vraiment
celle de la poursuite de l'efficacité, du rendement, et de la recherche de la rationalité, ou si au contraire, le problème était plutôt que cette technique et ces potentialités techniques qui peuvent être émancipatrices sont actuellement soumis aux besoins capitalistes d'expansion de la valeur et à l'irrationalité du marché et de la propriété privée. Et c'est une solution plutôt justement que de vouloir démanteler ces grands groupes qui permettent de faire ces innovations. La solution, ce ne serait pas plutôt de militer en faveur d'une appropriation collective, d'une collectivisation de ces groupes-là et de pouvoir tirer parti quand même d'une certaine mesure partie de ces innovations qui peuvent être intéressantes de certains points de vue. Je pense par exemple au domaine de l'intelligence artificielle, de la récolte des données. Ça peut être quand même, j'ai l'impression, un outil pertinent pour tout ce qui a trait, par exemple, aux questions de planification écologique. Si on veut réussir à devenir vraiment maître de nos destinées sociales, avoir ces supports de calcul et pouvoir précisément se diriger diriger et atteindre les objectifs qu'on se fixerait collectivement. Enfin, c'est des outils qui, à mon avis, ne sont pas forcément à diaboliser et à balayer d'un revers de la main. Et je pense, enfin, pour ma part, la question, c'est plus celle des rapports sociopolitiques et socio-économiques, de propriété privée, de production, en somme les rapports problématiques, les rapports capitalistes, pardon, plutôt que les forces productives en tant que telles, pour reprendre un peu une catégorie marxienne. Donc voilà, c'était un petit peu le sens de mon interrogation. Est-ce que si on détachait ces techniques du capitalisme, de l'exigence de valorisation, pour plutôt s'en saisir collectivement à des fins de réponse aux besoins humains socialement définis et délibérés démocratiquement, est-ce que c'est voilà, un peu la question qui est la mienne. Je vous remercie. Oui. En t'écoutant, je me suis dit on aurait dû contacter des associations, syndicats paysans. Peut-être tu seras d'accord de revenir, parce que je pense qu'il y a du grain à moudre, après avec des spécificités propres à chaque pays, parce que la Suisse a des particularités qui ne sont pas identiques à celles de la France. Je ne parle pas assez fort, oui, bon, pourtant Merci. Bon, je vous réveille, je vais essayer de parler plus fort. Oui, je disais simplement qu'on aurait dû penser à contacter des associations paysannes ou syndicats, ou prometteurs, ce genre de choses, et le cas échéant, il faudrait qu'on te fasse revenir, parce que je crois qu'il y a des éléments qui permettraient, s'ils sont aussi adaptés à chaque situation locale, nationale, d'apporter des points intéressants. En t'écoutant, moi, ça m'a fait penser à un film que j'ai trouvé complètement hallucinant. Plus il approche la fin, plus je le trouve hallucinant. Moi, finalement, des fois, les fictions sont... Je ne sais pas ce qu'est le pire, mais peut-être vous le connaissez, ça s'appelle Sorry to Bother You. Donc, je pense à un truc... Non, je ne connais pas. Sorry to Bother You. Oui, c'est un truc qui se veut humoristique, à petit budget, mais qui... Oui, bon, on va pas parler du cinéma ici, mais il y a dans la grande industrie du divertissement, il y a des gens qui abordent ces problèmes-là, en fait, avec des résultats un peu inattendus. Mais moi, tout d'abord, je dois me faire le relais d'un camarade qui est un physicien, pour le coup, qui est positif au Covid, et il regrette beaucoup de ne pas être là ce soir, et il m'a écrit en me demandant de soulever 2 questions. Et puis après, je me permettrai quand même de faire une petite insiste, parce que les questions qui ont été abordées vont dans ce sens-là. Alors il dit, et c'est quelqu'un qui t'a lu, donc, puisqu'il cite la page 271 de ton bouquin, qui dit « Les panneaux solaires et les éoliennes qui ont des conséquences catastrophiques sur la biodiversité, la pollution et la santé des travailleurs. » Et il pose la question de savoir si tu n'exagères pas un petit peu. Sous-entendu, est-ce que c'est absolument pas une piste qui nous permettrait de sortir du merdier? Désolé, au niveau j'utilise ces termes. J'ai dit ça, moi. Il pose cette question-là. Et donc sur les panneaux solaires et l'éolienne. Bon, et les éoliennes. Et la deuxième question qu'il pose, c'est par rapport à savoir si, je pense que c'est une question qui est tout à fait justifiée, même si les réponses qui sont apportées vont pas dans l'autre sens, mais c'est de savoir si ce qui se passe en ce moment même en Ukraine et avec la question énergétique, s'il n'y a pas une manière aussi de repenser la question énergétique puis de pousser avec quelques revendications à cet abord-là. Et moi, je vais juste dire une chose pour un peu recadrer, ou je ne sais pas, apporter mon grain de sel par rapport à ce que Steven et monsieur viennent de dire. Alors,
alors je ne vais pas dire que je me situerai au milieu de ça. C'est vrai qu'on a invité Andreas Malm, et puis moi ce qui m'a frappé, c'est que dans ses bouquins, il ne parle jamais du mouvement antinucléaire, donc ça m'a toujours mis la puce à l'oreille. Et quand il était venu ici, il allait rencontrer à Zurich cette compagnie qui est l'une des plus avancées du stockage et de la capture du carbone, un truc qu'on sait que ça ne fonctionne pas très bien. Mais on voyait en discutant avec lui que j'ai l'impression que son postulat, c'est qu'on est tellement dans la merde que toutes les brindilles sur lesquelles on peut s'accrocher, elles valent la peine de s'y accrocher. Alors la question, c'est de savoir si c'est une brindille ou si c'est plutôt un problème supplémentaire. Et je pense que la réponse, on l'a un petit peu ce soir. Il n'est pas là pour répondre à ce débat-là, mais j'avais senti un peu ce problème. Mais moi, sur la question technologique, j'ai aussi lu Gunther Anders et tout, et je trouve que vous le faites très rafraîchissant parce qu'effectivement, il y a des marxistes ou considérés tels qui n'ont pas vraiment lu Marx en fait, mais qui considèrent que le développement des forces productives, c'est la solution, puis que finalement, il suffit juste de prendre les infrastructures qui existent dans le monde actuel, et puis les changer un petit peu, puis hop, on a le socialisme. On sait que c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, mais je pense que ces techniques, il y a des fois des critiques qui, à mon avis, elles voient dans la technique elle-même, parce que la technique, c'est pas très compris des lunettes, hein, pour être le problème. Et on peut se poser la question sur certaines d'entre elles, parce que c'est le cas à Lausanne, c'est très développé. Il y a certaines techniques qui peuvent permettre à des personnes paralysées ou qui ont des gros problèmes de pouvoir réutiliser. Alors évidemment, l'utilisation qu'on en fait, le problème que je pose, c'est celui de l'utilisation et du contrôle qu'on peut avoir. Parce que je pense qu'il y a effectivement toute une série de techniques, on doit s'en débarrasser le plus vite possible. Mais la question, c'est savoir jusqu'où on trouve un peu ce point d'équilibre-là, ou pas. Mais ça, c'est vraiment une discussion que j'ai. Voilà, désolé d'avoir été si long, mais je faisais porte-voix de quelqu'un pour ma défense. Et j'espère en parler assez fort. Pour la prochaine série de questions, ne vous gênez pas d'en poser des plus courtes. Je crois la question. Pour votre défense, elles étaient toutes les trois très intéressantes. Sur Malm et la géo-ingénierie, enfin, de manière plus générale, d'ailleurs, les deux premières questions sont un petit peu du même ordre, c'est-à-dire ça renvoie au fait que le marxisme historique est quand même très productiviste et a pas de réflexion critique sur la technique véritablement et c'est ce qui manque à mon sens, c'est ce qui manque à leur vision et du coup c'est ça qui fait qu'ils sont capables de proposer des solutions techniques à des problèmes qui n'ont pas en fait de solution technique. On a aujourd'hui par exemple Mélenchon, en France, il est prêt à la terraformation de Mars, c'est-à-dire de créer une atmosphère artificielle sur Mars pour qu'un jour on puisse aller exploiter les ressources en terres rares sur les autres planètes, quoi. Et là, c'est un délire, à mon avis, complet. Et encore une fois, je pense que c'est un point aveugle. Et c'est pour ça que je disais que je suis hétérodoxe parmi les hétérodoxes, c'est-à-dire que la plupart des économistes hétérodoxes se posent effectivement des questions sur le marché, dans des perspectives keynésiennes, marxistes, etc., en critiquant la forme marchande, à tout à fait à juste titre. Mais par contre, il y a un manque flagrant, me semble-t-il, de réflexion profonde sur qu'est-ce que c'est que la technique au sens profond du terme, c'est-à-dire pas juste les machines, mais beaucoup plus profondément la recherche d'une organisation rationnelle de la société. Et donc la recherche de l'efficacité, de la performance permanente comme étant le but en soi. Et le transhumanisme est typiquement une caricature, en quelque sorte, de cette vision-là, en disant on va même rendre les êtres humains, plus performants, y compris dans leur capacité physique, cognitive, d'intelligence, etc. Et là, il manque, à mon sens, chez la plupart de ces auteurs-là, une vraie réflexion sur la technique, telle que peuvent les développer Ellul, Illich, Anders et les penseurs technocritiques qui ne sont pas très connus, malheureusement, mais qui mériteraient d'être lus beaucoup plus parce que, justement, ça permet de prendre du recul qu'on n'a pas aujourd'hui. Et du coup, comme on n'a pas ce recul,
eh ben on avale des bêtises, quoi. On avale justement la géo-ingénierie, en se disant finalement pourquoi pas, si ça peut marcher, c'est bien. Et une chose, c'est pour ça que je reparlais de ce concept d'insécabilité de la technique chez Ellul, qui me semble extrêmement puissant, cette idée que la technique insécable, c'est-à-dire qu'elle forme système, c'est-à-dire que on ne peut pas dire tout dépend de l'usage que l'on en fait. C'est-à-dire que les techniques portent en elles-mêmes non seulement des pratiques, mais aussi des rapports sociaux, même des rapports sociaux dans la sphère de la production. Et ça, c'est jamais vu quasiment, même par Ellul, parce qu'il il est trop anti-marxiste d'une certaine manière pour arriver à voir ça. Mais il faut arriver à comprendre la technique comme étant porteuse de rapports sociaux, y compris de rapports sociaux de domination. Et si on regarde par exemple aujourd'hui, et là je serais pas d'accord avec vous qui avez posé la deuxième question sur peut-être l'intelligence artificielle pourrait faire du bien et tout ça, pour moi l'intelligence artificielle dépossède les gens de leur capacité de décision et donc de leur autonomie, et donc les mettre dans des rapports sociaux où ils sont dominés d'office, d'emblée, du fait même du type, de la nature de la technique. Et d'ailleurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les développements de l'intelligence artificielle? C'est que l'intelligence artificielle finit par remplacer non seulement, ça fait longtemps qu'on sait que les machines remplacent, on le sait depuis Charlie Chaplin, les machines remplacent les cols bleus, mais depuis un certain nombre d'années, les machines remplacent aussi les cols blancs. Il y a des aides d'outils des outils d'aide à la décision, là, les OAD. Il y a des assistants artificiels, il y a des cyber-objets, je ne sais quoi. Il y a plein de termes différents pour dire la même chose, c'est-à-dire des algorithmes qui prennent les décisions à la place des êtres humains. Et donc ça dépossède les êtres humains de leur autonomie, de leur humanité. Et ça, c'est consubstantiel au type de technique, c'est-à-dire ça dépend pas de l'usage qu'on en fait. C'est consubstantiel à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait ça. On peut l'utiliser de toutes les manières qu'on veut. Le résultat, c'est quand même ça. C'est que des algorithmes remplacent le raisonnement humain et la prise de décision humaine avec toutes ses imperfections, son émotivité, effectivement, d'un point de vue purement de performance, c'est pas bon. On n'est pas aussi rapide qu'une machine. On se pose des fois des questions, justement on peut avoir des réflexes un peu sentimentaux. Au moment où il faut virer 15 personnes, on va se dire non, j'ai pas envie, alors que la machine, évidemment, elle va pas se poser la question. Et donc voilà, on ne peut pas séparer l'outil de l'usage qu'on en fait. C'est absolument complètement imbriqué, et il me semble que c'est un des grands apports théoriques de quelqu'un comme Jacques Ellul, c'est justement celui-là de mettre le point là-dessus. Et on n'a pas assez de réflexion, me semble-t-il, aujourd'hui, sur les techniques qui se développent dans nos sociétés sous cet angle-là. Alors peut-être que dans certaines circonstances, j'ai pas de réponse précise sur rien. Enfin, je peux pas vous dire comment on change le monde demain, c'est évidemment. Donc je réfléchis tout haut, mais vous parliez de planification écologique. Là aussi, je me méfie un petit peu. Je pense qu'il en faudra, parce qu'on peut pas tout faire au niveau des territoires et d'une manière purement autogestionnaire, même si j'aurais bien aimé personnellement. Mais effectivement, vu la division du travail au niveau national et international, il va falloir des coordinations qui soient au-delà des territoires. Et du coup, ça va demander un minimum de planification. Mais
pas mal de gens, je sais pas qui citer Cédric Durand, qui est un collègue de ma fac d'ailleurs, enfin maintenant il est à Lausanne, mais c'est un collègue de Paris 13, de la fac où je suis, qui travaille pas mal là-dessus. Moi j'ai un peu peur que ça soit les États qui prennent en charge ça, vu la manière relativement peu démocratique dont les États fonctionnent aujourd'hui et prennent des décisions. On sera loin des territoires, encore une fois. Or, on ne peut pas faire de révolution écologique si on n'est pas ancré dans les territoires. Donc, une planification au niveau étatique, voire au niveau de l'Union européenne, qui est ce qui est proposé aujourd'hui par l'Union européenne, par exemple. Il y aura besoin d'un minimum. Alors après, toute la question, c'est jusqu'où on va au niveau de l'État et voire de l'Union européenne, et jusqu'où on laisse de l'autonomie au territoire. Il y a une limite, enfin il y a une ligne de crête à trouver, il n'y a pas de réponse évidente pour rien, mais en tout cas c'est des questions sur lesquelles il faut réfléchir très précisément et qui sont très compliquées parce que ça fait référence à la manière dont est organisée la division du travail. Et moi je pense fondamentalement que la division du travail est allée beaucoup trop loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a plus aucune souveraineté. Pensez, aujourd'hui, pour fabriquer une voiture, une Renault, il faut 4000 pièces différentes qui sont produites dans 35 pays. Il suffit d'un pays, un endroit où ça bloque pour qu'il n'y ait plus rien qui marche. On l'a vu au moment du Covid. On n'avait plus de médicaments parce que tous les principes actifs des médicaments sont produits juste par 2 pays, l'Inde et la Chine. Et c'est pareil pour tout, à tous les niveaux, dans toutes les activités. Et donc, c'est pour ça que je dis déspécialiser, relocaliser. Ça veut dire récupérer de l'autonomie au niveau des territoires et donc diminuer la division du travail. Et du coup, on aura moins besoin de planification écologique et d'États hyper forts qui vont nous dire tu fais ça, parce que les territoires pourront s'organiser. C'est un peu utopique évidemment, mais si on n'essaye pas d'avoir un peu des utopies, on peut même pas penser au monde de demain qui pourrait éventuellement advenir. Donc il faut bien se lancer un peu, même si c'est utopique. Donc il faut penser les choses, je pense, vraiment au niveau des territoires. J'ai pas répondu à toutes les questions. La page 271. Ouais, justement là. Vous savez. Sur Malm aussi, la géoingénierie payée par les grands capitalistes. Mais là, je comprends pas. Là, je pense que c'est un travers habituel des marxistes standards, qui sont hyper productivistes et qui ont encore une fois, pour la plupart d'entre eux, aucune réflexion critique sur la technique. Et donc, ils pensent que la technique est émancipatrice, et sans voir, effectivement, dans un premier temps, on pense que la technique est émancipatrice, une machine va faire le boulot pénible à votre place. Donc, dans un premier temps, on se dit oui, c'est émancipateur, et c'est vrai que moi, j'aimerais pas devoir laver mes draps à la main, et je suis contente d'avoir une machine à laver. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la technique peut être émancipatrice, mais il n'y a pas de... ça nous enlève de l'autonomie en même temps. Donc c'est pas aussi émancipateur que ça. Et si on pense pas en termes de confort et de liberté, et là il y a un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps de Aurélien Berland je l'ai pas encore lu, mais je sais un peu de quoi ça parle et j'ai lu quelques comptes rendus, qui s'appelle Terre et Liberté, qui est un vieux slogan anarchiste russe de la fin du 19e, si je ne m'abuse, où il différencie, et je pense que c'est une différenciation extrêmement importante et parlante, la liberté de l'autonomie. La manière dont on entend la liberté aujourd'hui, et on entend tous les jours à la radio, et même... par exemple, les Ukrainiens qui se battent contre les Russes aujourd'hui, ils disent « je me bats pour la liberté parce que je veux pouvoir faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, demain. J'ai pas envie d'avoir à rendre des comptes. Je veux pouvoir faire ce que je veux tous les jours. » Et c'est la vision moderne dans nos sociétés de ce qu'est la liberté. Mais
Aurélien Berland, par exemple, et d'autres, Ivan Illich, bien avant déjà, disaient exactement la même chose, c'est-à-dire que ça, c'est pas la liberté, c'est une vision un peu infantile ou puérile de la liberté, de l'enfant tout-puissant qui dit bah là, je veux une glace à la vanille maintenant, si j'ai pas le droit de l'avoir, eh ben, c'est que je suis pas libre. Non, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est plutôt le choix de son mode de vie, des contraintes qu'on est prêt à accepter, et de l'autonomie plutôt que de la liberté, c'est-à-dire la capacité de vivre sans dépendre trop des grands systèmes macrotechniques, comme diraient certains, qui font que on ne peut plus se nourrir, on ne peut plus avoir de l'eau, de l'électricité, de l'énergie, de la terre et je ne sais quoi, sans dépendre de grands systèmes sur lesquels on n'a aucune prise. Et donc, je pense que le terme de autonomie est plus intéressant à explorer et plus important que le terme de liberté, de la manière dont on entend la liberté aujourd'hui, qui est une liberté, encore une fois, un peu infantile ou infantilisante. Donc, j'ai oublié le début de la question, je suis désolée. Mais je pense qu'on peut Oui. passer. Et il y avait la page 271. Oui, mais j'arrive toujours pas à trouver parce que... Ah oui, attends, je prends mes lunettes. Et je pense pas que ça soit... En attendant, peut-être, j'aimerais juste faire justice à deux trucs que j'ai mal fait dans l'introduction. Le collègue Cédric Durand dont tu as parlé, j'ai même pas cité leur livre. Cédric Durand, Techno-féodalisme, Benoît Boritz, Virer les actionnaires, pourquoi et comment s'en passer. Et ça fait partie du cycle de conférences sur les alternatives au capitalisme. Vous avez déjà des autres conférences prévues dans ce cycle ou bien? Ouais, des autres dates? Ouais, il y a notamment sûrement une conférence avec Frédéric Orton qui va arriver milieu juin. Et encore aussi en automne l'année prochaine, on a Catherine Samari et d'autres personnes. C'est encore, on va pas annoncer, mais ça sera en tout cas la première le 24 mars. Ok, super. Donc 24 mars, 18h30, c'est jeudi dans 2 semaines, ici même. Et la deuxième chose à laquelle j'ai pas fait justice, c'est le groupe dont tu m'as parlé, Hélène, excuse-moi, c'était... Ah, l'association dont je fais partie, Ouais. et dont Vincent, qui est là, en faisait partie aussi, c'est une association technocritique qui s'appelle Technologos, qui est une petite association, mais on travaille quand même pas mal. Et on fait des conférences tous les ans sur des thèmes divers et variés, mais toujours dans une optique technocritique. Et du coup, on réfléchit autour de toutes ces questions. Ça fait 10 ans que l'association existe. Et on a fait des conférences plus ou moins tous les ans, sauf pendant les 2 années de Covid où c'était impossible, sur des thèmes variés, la santé, technique et santé, technique et agriculture, technique et politique. Enfin, à chaque fois, on a étudié des domaines précis. Ça peut se trouver sur le site de l'association donc, qui s'appelle Technologos, où on a des comptes rendus assez précis, des conférences et tout ça, et qui réunit un peu le réseau des technocritiques, en France en tout cas. François Jarry, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur la critique de la technique. Alain Gras, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle les macrosystèmes techniques, en particulier au niveau de l'énergie, et le fait que justement le fonctionnement des systèmes énergétiques, c'est pas du tout individuel, c'est des énormes systèmes qui font qu'on est complètement prisonnier de ces réseaux absolument, encore une fois, énorme. Donc Alain Gras travaille là-dessus. Bon, bref, on a toute une série de correspondants ou d'amis autour de ces questions-là, et on se réunit encore une fois tous les ans pour essayer de faire avancer un petit peu et de faire connaître ces discussions et qui sont pas assez, nous semble-t-il, dans le débat public et qui mériteraient de l'être un peu plus, parce que ce sont des questions. Encore une fois, c'est un point aveugle de la critique sociale, semble-t-il, la critique sociale de gauche marxiste, ou pas marxiste d'ailleurs, mais d'obédience ou de marxiste qui oublie un peu cette question-là. Donc on essaye de réhabiliter, de remettre un peu au centre du débat ces questions-là qui doivent être articulées avec la critique marxiste, qui est tout à fait
Enfin, moi, je me sens tout à fait marxiste dans certains points de vue. J'ai aucun problème. Je me reconnais marxiste sur un certain nombre de choses, mais pas sur le productivisme exacerbé qui nous tue aujourd'hui, hein, et que les marxistes ont du mal à penser. Donc, il faut arriver à élaborer d'autres modes de pensée qui nous permettent d'articuler à la fois, et moi c'est ça mon but d'un point de vue théorique, mais j'y suis pas encore, hein. Je vous disais au tout début de mon intervention qu'il me semblait que le capitalisme industriel marchait un peu sur deux pieds, le marché et la technique. Mon but théorique, et ça fait 20 ans que j'y travaille, mais j'ai pas encore vraiment abouti, c'est d'articuler justement marché et technique d'une manière vraiment précise et rigoureuse pour rendre compte de qu'est-ce que c'est que le capitalisme industriel fonctionnant, marchant sur ses deux pieds, marché et technique. Et parce qu'encore une fois, on a d'un côté des critiques de la technique, mais qui comprennent pas très bien le capitalisme, comme Jacques Ellul, et de l'autre côté, des critiques du capitalisme et qui comprennent pas très bien les aspects techniques, qui relèvent de la technique. Et donc, il me semble que c'est un énorme enjeu théorique, intellectuel, d'arriver à articuler les deux. Et bon, voilà, moi, personnellement, c'est dans cette perspective que je me situe, mais bon, il me faudrait 2 ou 3 vies avant d'y arriver, donc j'y suis pas. Mais petit à petit, j'essaye d'avancer dans cette direction-là. On pourrait le relever 3 vies. Comment Alors, prochain round de questions. Je ne veux pas faire le dictateur du temps de parole, mais s'il vous plaît, essayez de garder concis. Moi aussi, je suis désolé. Oui, pardon, j'ai été trop longue. Comme ça, Je serai plus rapide. On essaie de faire encore 2 rounds de questions. Juste, c'est pas une question. Est-ce que ce serait possible de poser une question et avoir une réponse? Tout ça est très articulé. Je ne sais pas, mais je propose éventuellement, parce que ces rounds de questions sont L'idée de 3 questions, c'est de raccourcir le temps de parole de la réponse en combinant, mais là c'est vrai qu'on a les 3 questions complexes qui demandaient chacun du développement. Moi ça me va. Je ne sais pas, c'est une proposition. C'est plus facile, c'est mieux une par une parce qu'on peut répondre directement. Alors une par une. Il y avait une main qui se levait vers l'avant ici. Ouais. Oui, alors la question, en suivant votre exposé, on a l'impression que finalement tous ces problèmes proviennent finalement de la lucrativité du capitalisme, donc du fait du profit, quoi. On crée des brevets parce que ça va rapporter plus de profit. Alors finalement, il y a beaucoup d'autres problèmes dans la société qui semblent être dus à la maximisation du profit. La question que je me pose, parce que j'aime bien les solutions simples, est-ce que finalement on n'aurait pas beaucoup moins de problèmes, y compris ceux que vous dénoncez dans la croissance verte, si tout simplement les profits étaient plafonnés? D'abord, première chose, les bonus des entreprises, il y a une chose qui me frappe. J'avais lu, comment ça s'appelle, Eva Joly disait dans un de ses livres que si on regarde les rémunérations que se payent actuellement les patrons d'entreprise, eh bien dans les années 60, ça aurait été poursuivi en justice comme abus de biens sociaux. Donc à la limite, quelque part, qui vont plafonner les revenus des dirigeants, et aussi au niveau des actionnaire, je veux dire voilà qu'on a je sais pas, 50% ou 20% de rentabilité des fonds propres, est-ce que quelque part c'est pas trop? Parce qu'il y a quand même des économistes qui disent voilà, il faudrait partager, il faudrait justifier finalement le profit, donc finalement, est-ce qu'il ne devrait pas être juste un petit peu supérieur au taux d'intérêt usuel du marché? Et est-ce que tout ce qui est en plus est taxé, je ne sais pas quoi? Voilà, c'est ça la question. Ben, ça, certainement, ça ne suffirait pas à changer le système, mais ça sera certainement une bonne mesure. Mais par exemple, Obama, quand il est arrivé au pouvoir, il a essayé de faire ça en plafonnant les rémunérations des patrons. Et il s'est retrouvé avec des milliers de lobbyistes sur la tête qui l'ont empêché
de faire passer ce genre de choses. Donc les rapports de force aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit sont tels que ça peut pas passer, quoi, parce qu'ils défendent leur précaré. Mais ça ne suffirait pas à changer le système. Je pense que c'est pas qu'une question de quantité, même si effectivement, quand on voit que là le CAC 40, ils ont distribué 50 milliards de profits, 50 milliards de dividendes en un an, c'est juste énorme, quoi. Donc de trouver des moyens de plafonner, de taxer, certainement, ça sera très bien, mais ça ne change pas la structure du système. Donc ça ne suffit pas. Mais ça serait un premier pas. Ça permettrait de financer, par exemple, des projets de transition écologique, des projets sociaux, la sécurité sociale, les retraites, j'en sais rien. Ça permettrait de financer plein de choses. Donc oui, pourquoi ? Bien sûr. Merci. Une question ? Moi, je pense que la technique, comme vous l'avez présenté là, elle abîme aussi les gens. Elle abîme les salariés. Elle abîme tous ceux qui... Elle nous abîme la vie. Je veux dire, si vous pensez au film de Daniel Blake, il n'y a plus de contact entre les gens. Et il y a une espèce d'individualisation complète de tout le monde qui est contraire à mon avis, au fait que les humains sont des êtres sociaux, qui ont besoin d'avoir des relations et des rapports entre eux, et que probablement que de ce côté-là, si on arrivait à avoir une rébellion des salariés contre cette, je ne sais pas comment dire, mais toutes ces systèmes de qualité, toutes ces choses qui font souffrir, comme on l'a vu chez France Télécom, là, il y a une force de révolte qui est présente. Après, pour qu'elle puisse s'exprimer, c'est un métier. Mais je pense que les techniques abîment pas seulement les sols, l'agriculture, etc. Elles abîment profondément la société. Et dans la société, celles et ceux qui travaillent pour que ça tourne. Celles et ceux qu'on a vus dans la période du Covid, qui eux, ils ne pouvaient pas aller travailler. Et que là, il y a quelque chose aussi qui, pour moi, est un peu porteur d'espoir. Oui, certainement, ça abîme complètement. C'est d'ailleurs la critique d'Ellul, d'Illich et de ces gens-là, elle est d'abord et avant tout sur la condition humaine, profondément. C'est-à-dire que on est dépossédé de ses moyens d'action, de ses moyens de relation avec les autres, de la possibilité de créer un collectif, du fait de l'extension de la technique moderne. Donc, je reprends l'exemple de l'agriculture. L'agriculture digitale là, qu'on est en train de nous vendre aujourd'hui en disant ça va être la solution au problème de la faim dans le monde, c'est quoi ? C'est remplacer des gens par des machines, comme partout, par des algorithmes, alors que auparavant, dans tous les pays du monde, et là encore, ça se passe encore aujourd'hui comme ça dans plein de pays, les gens travaillent ensemble pour faire les choses. Ils travaillent collectivement, ils n'ont pas besoin d'algorithmes, ils font ça ensemble, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est justement de casser les derniers restes de travail collectif pour remplacer ça par des algorithmes. Donc c'est une catastrophe humaine. Je suis bien d'accord avec vous. Il y a une question ici. Et ça te dérange ? Ok. Excuse-moi Hélène, j'ai une question un peu d'ordre abstrait, philosophique. À la base, j'ai un diplôme de physique EPFL et il y a un dogme à l'EPFL qui est très technophile, bon, on le sait, technologie, etc., etc. Il y a un autre dogme, peut-être un peu plus profond, de la téléologie de la croyance en perfectionnement de la connaissance de la nature en tant que corpus, la science comme corpus, réservoir de savoir, de connaissances sur le monde. Et quand tu parles d'insécabilité de la technique, est-ce que tu dirais qu'il y a aussi une insécabilité de la science, dans le sens où le plus on accroît ce corpus de connaissances sur ce qu'on peut faire dans le domaine de la modification de l'humain, société, individu et de la nature, le plus il y a un risque d'annihilation ou de ce genre de choses, et qu'en fait,
la capacité de savoir entraîne aussi des rapports sociaux, entraîne aussi un rapport à la nature et entraîne aussi des capacités de genre de choses. Donc ça serait encore plus dépressif en fait, parce que ce serait comme si Ellul se réfugie dans l'insécabilité de la technique, alors qu'en fait il y a un problème qui serait presque plus profond. Je sais pas, tu y as probablement déjà pas mal réfléchi. Chez les technocritiques, on a coutume de parler de technosciences dans la mesure où, d'une certaine manière, depuis quelques décennies, les sciences et les techniques sont de plus en plus difficiles à séparer clairement et sont extrêmement imbriquées. Il y a de moins en moins de recherche fondamentale de la connaissance pour la connaissance. Et du coup, la science est de plus en plus dans la technique, c'est-à-dire dans la recherche d'efficacité. Et même quelqu'un comme Max Weber, dans Le savant et le politique, par exemple, qui est un super livre, je vous conseille, qu'il a écrit en 1919, déjà mettait ça en lumière au fait que la science évoluait non pas pour une recherche de la connaissance en soi, en elle-même, mais pour répondre à des questions précises posées par les évolutions scientifiques précédentes. Et donc, dans une espèce comme ça qui engendre une course sans fin. Et du coup, donc, première chose, il est difficile, je pense, de plus en plus de séparer la science de la technique, où je dirais qu'une grande partie de la science aujourd'hui est dans la technique. Et ensuite, du coup, mais c'est un corollaire, c'est que cette recherche de connaissance va aussi dans ce sens de, j'ai du mal à m'exprimer, va aussi dans ce sens de recherche de réponse, quoi, elle n'est pas purement gratuite, éthérée, etc. Et elle est dans la recherche de réponse qui fait qu'on est à nouveau pris par cette... Et du coup, c'est pour ça que c'est insécable aussi au niveau de la science. Parce que c'est un système global de compréhension du monde qui va avec... Je m'exprime pas bien, là, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, donc j'y arrive plus trop. C'est passé 22 heures. Ouais. Alors, redis-moi ta question, comme ça j'ai peut-être réussi. Est-ce qu'il y a insécabilité de la science ou c'est simpliste? Après 22 heures, c'est pas facile. Alors là, je reconnais que... Ouais, chercher du café. Là... On a besoin de l'homme augmenté. Ah ouais, là, oui. Un petit implant dans le cerveau, là, pour me filer une petite... Ouais, non, mais c'est une super question, mais notamment ça a été répondu par certains chercheurs comme Grothendieck. Ils ont dit, bah, en fait, il faut renoncer. Ouais. Il faut juste renoncer, en fait. C'est une nécessité de renoncer. Bon, pour le coup, je suis physicien aussi, donc je vais pas non plus là, mais et puis en plus dans un domaine qui est longuement discuté. Mais bon, bref, je vais pas relancer cette discussion. Si, non, mais réponds à ma place, c'est très bien. J'ai une question pour toi. Non, j'ai une question pour toi. Ça fait quand même de nombreuses années que tu portes ce livre. Et la réflexion plus vaste qui va autour, ça fait super plaisir de le voir là aujourd'hui, de te voir aujourd'hui. Tu as choisi comme domaine la question de la nature au sens profond du terme, et donc l'accaparement de la nature par le capital, et les sciences, les techniques qui vont autour, les technologies plutôt. Bon, mettons que tu as 2 ou 3 vies, ou en tout cas une longue vie maintenant. En termes de désir, quel est le domaine qui t'intéresserait? Et je vais un peu préciser, la question de la nature était extrêmement intéressante parce que c'est le bon niveau pour se poser la question de l'échelle et la question de la convivialité. Est-ce qu'il y a un autre domaine ou un autre enjeu qui te ferait envie à étudier sur la question justement du capital et de la technique et de là où on va? L'autonomie humaine. La question de l'autonomie. La question du fait qu'on est de plus en plus, dans le monde moderne dans lequel on vit, on est de plus en plus dépossédé de toute capacité d'action, d'action profonde. Et on devient des espèces d'esclaves, enfin, j'exagère, hein, c'est excessif évidemment, mais
On a perdu, me semble-t-il, enfin moi je le sens tous les jours, cette capacité à être autonome au sens où on est capable de se débrouiller dans la vie concrètement sur plein de choses, parce qu'on attend de grands systèmes techniques l'accomplissement de nos besoins de base physiques. Donc on va au supermarché pour acheter de la nourriture, on appuie sur un bouton pour avoir de l'électricité, on ouvre le robinet pour avoir de l'eau. Je dis pas que je veux revenir au puits et à tout ça, c'est pas ça. Mais on a oublié complètement, on a perdu le sens du fait que tout ça n'est pas magique, quoi. Et donc oui, j'aimerais travailler sur cette question-là de l'autonomie. Ouais, peut-être Marie-Christine et après une dernière s'il y en a, sinon ça serait... Je suis un tout petit peu peut-être, bien que je sois très pessimiste, mais un tout petit peu optimiste, parce que notamment en France, quand on voit beaucoup d'impédants, quand on voyage, quand on voit en France quand même des centaines, je veux dire, c'est de gens qui, localement, quand il y a des grands projets qui se mettent en place, les gens disent, bon, voilà, on veut pas ça, etc. Mais malgré qu'on leur dit qu'il y a de l'emploi derrière, ils n'en veulent pas, etc. Donc moi, je serais quand même, par rapport à l'autonomie, à l'autogestion, parce que la question elle est là derrière. Tout à fait. Sur l'autogestion. Moi, je me posais une question... c'est l'histoire, ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est le mot enclosure. C'est extraordinaire, ça veut tout dire en fait. Oui, ça veut dire beaucoup. Et l'histoire, pour moi, c'est l'histoire des brevets. Et je me demandais, on n'a pas le rapport de force aujourd'hui, on revient dans l'état dans lequel on est tous, mais si les politiques, on pouvait... pour restreindre, je veux dire, cette histoire de brevet qui veut dire rang, qui veut dire multinationale, etc., et tout, si on n'arriverait pas ici à restreindre un peu ce pouvoir de ces multinationales qui sont en train de tout nous voler, en fin de compte, et pour reprendre effectivement ce que vous disiez, les enclosures où au 16e, effectivement, les paysans ont été... dépossédés et ce qu'on voit aujourd'hui, ce que vous dites dans votre livre. Et je posais la question sur l'histoire des brevets. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est utopique, mais en même temps, il y a des moments où il faut avoir en ligne de mire des utopies parce que sinon on fait rien. Donc je ne sais pas si on va y arriver, mais si on se fixe pas des objectifs un peu ambitieux, on reste complètement au ras des pâquerettes et il se passera rien de toute façon. Donc moi je suis pour avoir des objectifs utopiques, pour avoir une ligne claire de vers où on voudrait aller, sachant qu'évidemment les obstacles sont extrêmement nombreux et que c'est pas évident qu'on y arrive. Mais en tout cas, au moins on se fixe quelque chose qui vaut le coup. Pas juste un petit machin minuscule, une petite rustine comme on nous propose là aujourd'hui. Donc oui, moi par exemple, je suis pour l'abolition claire et nette de la propriété intellectuelle sur le vivant. C'est un scandale, encore une fois, politique, philosophique. Ça n'a aucun sens de pouvoir dire je suis propriétaire de la photosynthèse. Non mais on est où là? C'est pas possible quoi. On n'y est pas encore, mais on va vers ça. Oui, je pense qu'il faut être très radical sur ces demandes-là. Après, encore une fois, le rapport de force, il est complètement en notre défaveur. Mais il y a quand même des tas de gens qui se battent et qui, effectivement, il y a plein d'associations qui font des trucs super bien, qui montent les choses. Après, c'est un problème de prise de conscience de la majorité des gens qui sont tellement... pris dans leur lutte quotidienne pour pouvoir faire le plein de leur bagnole ou acheter, remplir leur frigo et tout, qu'ils ont souvent pas le temps, l'énergie, la capacité de se poser ces questions-là, mais je suis sûre que si on leur en parlait et qu'on leur expliquait simplement et clairement, ils seraient tous d'accord, quoi, quasiment, je pense. Dernière pour ce soir. Très bien. Merci.